Farg'ona davlat universiteti talabalari va magistrantlari diqqatiga. Ilm yo'lini tanlagan aziz yoshlar, endilikda siz yillik o'quv rejasida belgilangan dars mashg'ulotlari va mavzularni nafaqat oliy ta'lim muassasasiga kelgan holda, balki maxsus platformaga joylanuvchi video darslar orqali ham o'zlashtirishingiz, bilimlaringizni mustahkamlashingiz mumkin. Bu borada biz sizga yaqindan ko'mak beramiz. Ya'ni oliygoh professor o'qituvchilar tomonidan olib borilgan dars jarayonlari tasvirga olingan holda taqdim etiladi. Biz sizning mukammal va sifatli ta'lim olishingiz tarafdorimiz. Siz istagan paytingiz va joyingizda ushbu darslarni tomosha qilishingiz va mavzularni mukammal tarzda o'zlashtirishingiz mumkin. Farg'ona davlat universiteti rahbariyati talabalar uchun qulay va mukammal ta'lim sharoitlarini yaratib berishga hamisha tayyor. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan ma'ruzani Farg'ona davlat universiteti Nemis va fransuz tillar kafedrasi mudiri, filologiya fanlari falsafa doktori Ahror O'zxon Usmonovni olib boradilar. Bugungi mavzuyimiz Humboldt ta'limoti. Alexandre von Humboldt, la vie et l'actualité. Alexandre von Humboldt, parfois aussi nommé Alexandre de Humboldt, est né naturaliste, géographe et explorateur allemand, né le 14 septembre 1769 à Berlin, est mort le 6 mai 1859 dans cette même ville. Il était membre associé de l'Académie de sciences françaises et président de la Société de géographie de Paris. Par la qualité des relevés topographiques et des prélèvements de faune et de flore effectués lors de ces expéditions, il a fondé les bases des explorations scientifiques. La théorie du langage de Humboldt. La théorie du langage de Humboldt est issue d'un cheminement anthropologique. On le sait, à la fin du XVIIIe siècle, le concept d'homme examiné jusqu'à cette époque à l'intérieur du discours philosophique tend à s'autonomiser et à devenir l'objet d'une science nouvelle, l'anthropologie. Si Humboldt, dans ses premières réflexions, participe complètement de ce débat, il parcourt assez vite la distance intellectuelle qui sépare son essai sur l'anthropologie comparée élaborée au tournant du XIXe siècle du plan d'une étude linguistique comparative qu'il présente en 1820. Dans sa recherche de ce qu'est l'humanité, Humboldt comprend que c'est cette faculté universelle qu'est le langage, qui se spécifie dans le langage parlé par tous les individus peuplant la terre, qui va lui permettre de parvenir à la caractérisation des hommes. Convaincu que la diversité des langues est l'indice d'une variété de pensées, il conçoit l'idée que pour cerner la diversité humaine, il lui faut appréhender l'ensemble des développements possibles de l'esprit humain que laisse en revoir la multiplicité des langues. L'originalité théorique tend à l'approche globale du langage. Il fonde une linguistique sur la reconnaissance de la diversité des langues, ce qui n'était pas acquis d'avance, car si l'Occident a toujours été plurilingue, cette situation n'a jamais constitué un fil conducteur de l'étude linguistique. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire occidentale de la description des langues, se développe un intérêt scientifique pour la diversité des langues qui, loin de constituer un handicap pour l'humanité et en la richesse même. La connaissance de la diversité des langues, il entend la cerner à partir d'une définition de la langue dans des rapports de dépendance avec les pensées. L'homme et la nation, en prenant en compte ensemble reliés entre eux tous les aspects de cette attitude naturelle au langage. Pour la première fois, on peut lire une
théorisation de la fonction cognitive et sa mise en lien avec les aspects expressifs, communicatifs, historiques, sociaux du langage. La théorie du langage de Humboldt est donc connue des autres linguistes allemands, bien évidemment, mais aussi des pays où il vécut. Ses fonctions ministérielles et ses voyages personnels qui l'entraînaient en Italie, dans tout l'allemand, en Suisse, en France, en Angleterre, lui permettent d'entrer en relation avec nombre de personnalités marquantes des mondes intellectuels, politiques, artistiques de son époque. Ces prises de position sur des sujets d'actualité comme la généalogie des langues et la classification ou sur ces projets d'une linguistique générale sont des occasions qui ont facilité la diffusion de ces idées qui circulent ainsi déjà de son vivant. Humboldt est également connu aux États-Unis. Jusqu'à les années 1840, nombreux sont les échanges entre les Américains et les Européens. En fait, essentiellement, le français et les Allemands. Les idées européennes vivent les idéologies. Venaient du Ponceau, les frères Humboldt vont être assimilés. Outre-Atlantique, la science entre les recherches sur les langues indienne et l'anglais américain ne s'est pas encore produit. Voilà, pendant cette période, l'accès aux langues de la planète est sans précédent. Dans tous les continents, des voyageurs, des explorateurs et des missionnaires rapportent des informations sur les langues encore inconnues en Europe. Les archives européennes se remplissent de documents sur un nombre toujours croissant des langues et assimilent aussi davantage de références sur une même langue. Vocabulaire, dictionnaire, grammaire et récits de voyage avec lexique d'appoint vont permettre la découverte de langues finno-ougriennes, sémitiques, malayo-polynésiennes, américaines, égyptiennes. Ce qui est sûr, c'est que les frères Humboldt ont largement contribué à cet enrichissement linguistique et au début des contacts scientifiques concernant la linguistique entre l'Américain du Nord et d'Europe. Alexandre, le géographe, rapporte d'Amérique des grammaires et des lexiques de missionnaires espagnols qui s'étaient employés à consigner des descriptions langues amérindiennes lors de la conquête de nouveaux continents. Voilà, on ne peut surestimer le fait d'Alexandre, au début du XIXe siècle, apparaît présente devant l'Assemblée plusieurs fois par semaine. Ses travaux et surtout exposent sa vision dynamique de la nature, sa théorie des liens d'existence entre tous les éléments sur Terre qui rendent possible son équilibre général. Plus connu, plus mondain aussi, c'est bien Alexandre qui a le plus grand projet éditorial de l'époque, relation historique du voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent, qui réunissait des physiciens, mathématiciens, dessinateurs, graveurs et cartographes, et auquel Willem est associé pour la rédaction de la partie linguistique. Ce dernier apportera une contribution plus modeste que prévu. Néanmoins, le texte essai sur les langues de nouveau continent écrit en 1812 directement en français pour le livre d'Alexandre qui n'a d'études sur la langue d'Amérique que le nom contient des vues théoriques et programmatiques de premier ordre sur l'étude des langues telles que conçoit Wilhelm.
On ne peut surestimer le fait qu'Alexandre, au début du XIXe siècle, à Paris, présente devant l'Assemblée plusieurs fois par semaine. Ses travaux et surtout exposent sa vision dynamique de la nature, sa théorie des liens existants entre tous les éléments sur Terre qui rendent possible son équilibre général. Plus connu, plus mondain aussi, c'est bien Alexandre qui a le plus grand projet éditorial de l'époque, relation historique du voyage aux régions exinoxiales du nouveau continent qui réunissait des physiciens, mathématiciens et encore dessinateurs, grèves et cartographes et auxquels Wilhelm est associé pour la rédaction de la partie linguistique. Ce dernier apportera une contribution plus modeste que prévu. Néanmoins, le texte essai sur les langues du nouveau continent écrit en 1812 directement en français pour le livre d'Alexandre, qui n'a d'études sur les langues d'Amérique que le nom contenu des vues théoriques et programmatiques de premier ordre sur l'étude langue telle que conçoit Wilhelm. Enfin, il est nécessaire d'évoquer l'harmonie intellectuelle régnant entre les deux frères Humboldt. S'ils n'ont pas les mêmes passions, les mêmes objets d'étude, il y a un terrain d'entente sur les façons de les envisager. Que ce soit dans une relation historique du voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent ou sur l'étude comparée des langues dans son rapport aux différentes époques du développement du langage. Nous découvrons cette même approche systématique de la nature et des langues, aussi des langues ainsi qu'un sous-identique dans leur observation et la théorie. Wilhelm ne sera pas uniquement un passeur de l'exceptionnel corpus de son frère, mais il traite aussi lui-même ses documents. Il rédige des grammaires, des dictionnaires et décrit de nombreux aspects structurels des langues d'Amérique du Nord. Pickering, spécialiste du tchécour, de l'Iroquois, entre autres langues, qui publie d'ouvrages de Eckevalder en 1819 sur les notions indiennes. Akun of the History Manière, ici en anglais, on écrit le nom de ces romans et œuvres en anglais, va correspondre avec Humboldt. Voilà. La linguistique de Humboldt, de son vivant, n'est pas très suivie, mais elle voyage. Pour reprendre le terme employé par César, Humboldt est frappé d'inactualité parce que la compréhension de la diversité linguistique a perdu de son attractivité et que les questions sur l'essence du langage. Les rapports entre la nation et la langue ont été débattus largement au XVIIIe siècle. L'objet d'une étude comparée des langues ne correspond plus à l'attente des années 20 ans du XIXe siècle. Du point de vue méthodologique, l'abîme se relève tout aussi conséquent. Alors que la grammaire comparée sur le modèle de la biologie notamment peut présenter la caution de scientifique. Ardem recherché, le projet humboldtien est rapidement taxé de philosophique, ce qui signifiait implicitement qu'il était inapplicable et qu'il ne répondait pas, selon le tenant de la grammaire comparée, bien sûr, ce que n'est pas complètement juste, aux critères empiriques incontournables mis en avant par une tendance positiviste renforcée. En Europe, au XIXe siècle, l'intérêt porte à la linguistique de la diversité est limité. Il n'a pas très tourné non plus vers les langues non indo-européennes.
La grammaire comparée liée à ses débuts, de par ses motivations aux langues de l'Inde, du continent européen, porte un regard de plus distant sur les autres langues, comme l'ont fait remarquer successivement Auroux et Traban. Les questions laissées pour compter se connectent souvent à l'étude de langues marginalisées. Et c'est ainsi que le projet de Humboldt va constituer le réservoir de linguistique oppositionnelle que l'on peut relier sûrement aux études de langues non indo-européennes. Cette hypothèse semble se vérifier aux États-Unis et au début du XVIIIe siècle, où l'influence de Humboldt est attestée chez les linguistes qui entreprennent effectivement la description des langues amérindiennes comme Piskering. Ce sera encore vrai, me semblait, à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. À la fin du XXe siècle. Il faudra compter alors avec la linguistique influence par le texte Humboldt comme Brinton, son traducteur américain, qui avait étudié à Heidelberg, Paris et Vienne, connaissant bien les textes du linguiste pour lesquels il ne cachait pas son empathie, travaillait sur la classification des langues amérindiennes et traduisent en 1885 un manuscrit de Humboldt sur la structure verbale des langues indiennes du nord de l'Amérique. On peut citer également Boaz Eskimo et Sapir Eskimo et Worf, langue amérindienne et en particulier de Hopi, qui contribuèrent au fondement de l'ethnolinguistique en Europe. La remarque de Auroux et Traban peut s'appliquer à Stendhal, langue africaine, et encore Bushman, langue malayo-polynésienne, Adam, langue amérindienne, Baudois de Courtenay, lituanienne, langue finno-ourgienne, puis Tesnière, langue finno-ourgienne. Voilà, ici les œuvres d'Alexandre von Humboldt. Voilà, Alexandre von Humboldt aimait bon plan, voilà, voyage aux régions extionnaires et de nouveaux continents faits en 1799 et encore 1800, 1801 et encore 1802, 1803 et 1804. 12 volumes, Paris, librairie grecque, latine, allemande, et encore 1816, voilà, et encore 1831, réédition en cours, dire, voilà, regardez, ici encore, voilà, plante équinoxiale, 1808, 1809, monographie des mélastomes et encore monographie, révision des grammaires, nova générale et spéciale, atlas pittoresque du voyage, atlas géographique et physique du nouveau continent, et examen critique, voilà, atlas géographique, géographie de plantes, recueil d'observations encore, voilà, essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne. Voilà, ce sont les œuvres de Alexandre Humboldt. Aujourd'hui, nous avons parlé avec vous les théories linguistiques de Humboldt. D'Alexandre, issu de la famille noble von Humboldt, est né à Berlin le 14 septembre 1769 d'un père militaire prussien, le chambellan et major général Alexandre George von Humboldt, et d'une mère d'origine française. Sa mère était française, huguenote, Marie-Elisabeth von Humboldt, qui se charge d'organiser l'instruction de ses enfants en faisant appel à un très grand nombre de professeurs.
Alexandre est le frère cadet de Wilhelm von Humboldt, Guillaume de Humboldt, linguiste, fonctionnaire, diplomate, ministre de Prusse et philosophe allemande. Alexandre, il est allemand. Celui-ci, visionnaire pour la recherche et la pédagogie, fondé l'université Humboldt Berlin en 1810. Merci pour votre attention.